Seize your chance. Bonjour à tous, je suis Alexandre Amigouette, entrepreneur et explorateur breton passionné par le digital. J'accompagne les entreprises et dirigeants à relever leurs défis grâce au numérique. J'ai un profond respect pour celles et ceux qui osent prendre le risque de vivre leur vie en sachant saisir leur chance. Seize Your Chance est le podcast où je vous partage mes discussions issues de rencontres avec des personnes qui m'inspirent. Bonne écoute. Salut Régis. Bonjour Alex. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Alors, pour situer le lieu où nous sommes, on est sur une île en Indonésie qui s'appelle Lambogane. Lambogane et on est dans ton centre de plongée C'est que pas tu mon diriges. centre tout à fait, mais je dirige ce centre-là. Ouais, je suis gérant. Ok. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors, donc moi c'est Régis, j'ai 43 ans. Ça fait une dizaine d'années que je suis en Asie du Sud-Est, entre la Thaïlande et l'Indonésie. Et là, depuis 2 ans, réinstallé en Indonésie, car j'étais parti pendant le Covid. Ok. Et tu viens d'où en France ? Je viens de Marseille, exactement à côté de Marseille, exactement à Caro. Ok. C'est à 2-0. C'est à 2-0. Ok. Et comment t'es arrivé en Asie Comment je suis arrivé en Asie ? Alors, j'ai commencé à voyager en Asie en 2005, en Thaïlande principalement, et j'ai beaucoup aimé ce pays, donc je l'ai traversé un petit peu dans toute sa longueur. Et puis, toutes les années, je suis retourné pendant 3-4 ans, et donc j'atterrissais toujours à Bangkok, et puis après, donc, j'ai exploré le Cambodge, le Vietnam, Laos, Birmanie, Malaisie. Et puis un jour j'ai décidé de changer de vie et puis vu que j'étais passionné par la plongée, que c'était un peu quelque chose que je faisais déjà chez moi à Marseille, je me suis dirigé naturellement là-dedans. Et puis après j'ai évolué, j'ai rencontré les bonnes personnes surtout. Et puis maintenant je suis dirigeant de centre de plongée. Ok. Et la plongée, du coup, à Marseille, tu en faisais pour le plaisir ? J'en faisais pour le plaisir, week-end, principalement en vacances aussi. Donc j'ai commencé très jeune, j'avais 12 ans, donc actuellement j'en ai 43. Donc j'ai été introduit dans la plongée par mes parents, par mon père principalement, parce qu'on habitait près de la plage, qu'on avait des bateaux, et puis voilà, mes grands-parents aussi étaient plongeurs. Donc ça s'est fait naturellement. Ok. Et aujourd'hui, t'es... À mon niveau de plongée, tu Ouais. veux parler ? Alors, en français, je suis examinateur pour une agence qui s'appelle SSI. Donc je suis aussi instructeur-traîneur, donc je prépare des gens à l'examen, mais je peux aussi les examiner. Alors je ne peux pas examiner mes propres candidats, mais je peux examiner les candidats d'autres personnes. Et sinon, côté français, je suis moniteur fédéral premier degré aussi, en France. D'accord. Ok. Qui est à peu près le même niveau ? Qui est au niveau d'instructeur SSI ou PADI, mais moniteur fédéral en France, tu peux travailler qu'en France, en milieu associatif, parce que si tu veux être rémunéré, il faut avoir un diplôme d'État. Ok. Et sur le système international, du coup, en gros, il y a deux grands acteurs, SSI et PADI, c'est ça ? SSI et PADI, donc c'est du récréationnel, donc c'est des agences qui vendent de la plongée, on va dire. Oui, c'est les 2 premières sur le marché, c'est un peu comme Coca-Cola et Pepsi, j'ai envie de te dire, quoi. Ce sont un petit peu la concurrence entre les deux, donc une qui est américaine et une qui est allemande depuis 2011. Et donc SSI, qui fait partie du groupe HED, HEAD, qui s'occupe des raquettes de tennis, les snowboards, des choses comme ça. Donc Ok. il y a un gros conglomérat, quoi. D'accord. Et pourquoi ? Et donc tu t'es orienté tout de suite vers SSI ou... Alors, à la base, moi j'ai commencé par la Fédération française, donc je suis arrivé en Thaïlande, j'ai été niveau 3 français, donc j'ai juste fait une passerelle pour devenir guide de palanquet, donc le Dive Master chez PADI. Ensuite, j'ai passé mon instructorat chez PADI aussi, parce que c'était il y a plus de 10 ans et PADI était quand même majoritaire sur le marché. Et après, j'ai basculé chez SSI parce que chez PADI, je travaillais sur l'île de Koh Tao. Il y avait de moins en moins de travail en fait pour les instructeurs PADI. Et SSI est arrivé en grande pompe, quoi. Et du coup, j'ai fait un crossover. Et puis, j'ai rencontré aussi Wilfried Hervé, qui est le boss de French Kiss Diver, qui était instructeur-traîneur aussi à l'époque, qui m'a fait passer un crossover et qui m'a permis d'évoluer dans sa boîte assez rapidement. Ok. C'est pour ça, en fait, c'est les opportunités. J'aurais eu les mêmes opportunités chez PADI parce que j'aurais fait la même chose, mais là, c'est SSI qui m'a donné cette opportunité, et justement aussi Wilfried Hervé. Ok, super. Et donc du coup, French Kiss Diver, c'est le nom du centre Ouais. en Indonésie, mais qui est également présent... Alors, c'est présent aux Philippines, Corogne, Malapascua. Donc, Corogne, c'est surtout pour les épaves. Pourquoi ? Parce que c'est situé dans un port et il y a eu des batailles pendant la Seconde Guerre mondiale entre les Japonais et les Américains. Du coup, il y a pas mal d'épaves, non spécifiques pour ça. Ensuite, il y a Malapascua qui est spécifique pour tout ce qui est requin-renard. Koh Tao, requin-baleine.
et ici en Indonésie pour les mantas. Ok, les remontas. Principalement pour les mantas, mais il y a aussi d'autres choses en Indonésie. Beaucoup de surprises. Ok, il y a pas mal de courants pour avoir fait Pas mal de des courants, plongées. donc plongée dérivante. Donc c'est la plongée qui est un peu plus engagée. Koh Tao, j'appelle ça un peu la Méditerranée d'Asie. Ça bouge pas, il fait très chaud. Ici, on peut avoir des températures en hiver, là justement, en ce moment c'est l'hiver austral, entre 17 degrés et 22 degrés, donc dans le côté sud qui est exposé à l'Australie, et le côté nord qui tourne entre 25 et 27 degrés. Ok. Avec des courants, la température peut changer, les conditions peuvent changer en une plongée très rapidement. Donc il faut quand même savoir gérer un groupe et faire attention à tout le monde. Ouais. Ok. Et historiquement, ça a commencé où, French Kiss Flyer? French Kiss, maison mère, donc ça a commencé à Koh Tao Ok. en 2011 exactement. Lambogan, donc Indonésie, ça a été ouvert en 2017. Donc là, on fête les 6 ans dans quelques jours, je crois que c'est le 20 exactement. Ok. Ouais, donc tu Super. seras là sûrement Alexandre pour le fêter avec nous justement. Avec grand plaisir. Ok, donc 6 ans. 6 ans ici. Toi, tu as participé au lancement ou... Alors moi j'ai participé au lancement des formations professionnelles en fait. Mhm. Donc je suis arrivé ici en 2018. Je travaillais toujours sur Koh Tao en Thaïlande, mais j'étais le seul en fait instructeur-traîneur dans les French Kiss. Donc je voyageais entre les Philippines, la Thaïlande et l'Indonésie, mais j'étais basé toujours en Thaïlande. Et puis après j'en ai eu un petit peu marre parce que c'est quand même assez fatigant de voyager tout le temps comme ça. Donc je me suis installé en Indonésie et ça c'était juste 6 mois avant le Covid. Ok, et pourquoi le choix de l'Indonésie? Parce que t'as eu le L'Indonésie choix. parce que j'ai passé 7 ans en Thaïlande et que j'avais un petit peu changé aussi. Pas que la Thaïlande, pas que j'aime pas la Thaïlande, j'adore la Thaïlande, j'adore la nourriture, j'adore les gens. C'est juste que j'étais un petit peu lassé par la plongée à Koh Tao et que j'ai envie de faire autre chose, justement aussi développer la plongée technique où on va un petit peu plus profond. Et cette profondeur, on peut la retrouver ici comme on ne retrouve pas à Koh Tao aussi. Ok, et donc sur l'Indonésie, on va avoir beaucoup plus de profondeur. Il y a beaucoup plus de profondeur, pareil, pour un exemple, autour de Lambogan, c'est entre 300 et 600 mètres. Ok, Le golfe de Thaïlande, c'est maximum 60 mètres de profondeur. Autour de Koh Tao, c'est très difficile de trouver 45 mètres. d'accord. Mm. Et toi, c'est vraiment cette partie-là technique, alors qui est ce qu'on appelle plus récréative. Récréative, c'est pour le plaisir pur. Exactement. Donc moi j'ai déjà fait de la plongée récréative, j'en fais toujours. C'est juste qu'en évoluant, facilement, tous les instructeurs qui commencent à avoir un petit peu d'expérience se développent un petit peu vers la plongée technique pour rester plus longtemps sous l'eau. En toute sécurité bien sûr, car on va respirer d'autres mélanges, utiliser d'autres machines. Donc là justement dans la salle il y a un recycleur là qui est juste là, où là justement on va recycler d'air, on ne fait pas de bulles. Donc pour aller voir des animaux comme des requins ou des mantas, on peut s'approcher très près. Donc ça aussi c'est un avantage. Ok. Et la notion de sécurité doit être très importante dans ton boulot. La notion de sécurité c'est la notion primordiale on va dire. Alors déjà en plongée récréative parce que nous avons des baptêmes. Donc les baptêmes sont les premiers niveaux, des gens qui n'ont jamais fait de plongée, donc il faut vraiment être très focalisé sur eux, très bien les encadrer. Ainsi aussi que les conditions sont dangereuses ici, donc il faut faire très attention. Et bien sûr en plongée technique, il faut encore faire plus attention. Après il y a beaucoup moins d'accidents dans les statistiques en plongée technique, parce que c'est quand même des plongeurs qui sont expérimentés, qui font attention à ce qu'ils font. Les planifications de plongée sont très strictes. Il faut que ce soit bien fait, tout simplement. Ok. Et en Indonésie, j'imagine qu'il y a plein de spots de plongée. L'Indonésie, c'est immense, c'est 17 000. C'est très grand, c'est 17 000 îles, je 17 crois. 000 à peu près. Ouais. Il y a de la plongée un petit peu partout. C'est un des plus beaux endroits, je pense, au monde. Moi, depuis que je suis ici, tout à l'heure, je parlais de surprises. Il y a énormément de surprises autour de Lambogan, que ce soit du requin baleine, du requin marteau. On a vu un requin blanc juste avant le Covid, alors que ça faisait 10 ans qu'ils n'en avaient pas vu. Ce matin, on a vu une nobula qui est très rare ici, donc des mantas, aussi tout ce qui est macro, donc tout ce qui est petit, les limaces de mer, tout ça, une variété de coraux qui est très importante, d'éponges. C'est très 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 diversifié. Ok. Très très diversifié. Donc c'est un spot qui est plutôt idéal pour la plongée. Pour un moniteur, je pense que c'est quand même idéal. Après, Lambogan, c'est une petite île, mais à 30 minutes de bateau, on est quand même à Bali. L'aéroport non plus n'est pas très loin. On peut voyager assez facilement dans l'Indonésie. Après, il y a aussi Amed Tulanben qui est au nord de Bali, aussi, qui est très sympa, où on fait des plongées de la plage. Non, c'est un très bon spot. Après, pour voir autre chose, il faut se déplacer au Komodo ou alors se Raja Ampat. C'est aussi de la plongée dérivante, où on va voir d'autres animaux. Après, il y a Manado, Sulawesi pour tout ce qui est macro, donc tout ce qui est petit sous l'eau. Non, c'est très riche l'Indonésie, très très riche. Ok. Et votre clientèle est essentiellement française? Parce que moi, quand je suis arrivé, on a fait des plongées ensemble. Quand je suis arrivé dans le centre,
J'ai été dans un centre qui était anglophone et ils m'ont dit les Français c'est là-bas. Ils m'ont gentiment envoyé vers toi. Alors, principalement, oui, on va voir des Français. On est à peu près, là, parce qu'on fait des statistiques tous les mois, 70% de clientèle francophone, parce qu'on a des gens des Québécois, nous avons des Belges, des Suisses, tout ça. Et on a à peu près 30% d'anglophones, beaucoup d'Allemands, étrangement, beaucoup d'Allemands, pas mal de Nord-Amérique, donc américains aussi. Quelques Espagnols, mais les Espagnols préfèrent aller dans les clubs espagnols parce que, comme les Français, ils ne parlent pas très bien anglais, donc ils se dirigent principalement vers un club natif. Il y a beaucoup de Français à venir ici. Il y a une communauté sur Bali francophone, il y a aussi une communauté sur Lanbogan, il y a pas mal de gens qui ont des restaurants, il y a des boulangeries qui s'ouvrent petit à petit, donc il y a quand même pas mal de Français. Ouais. Okay. Et les Allemands, quand tu expliques qu'ils viennent ici, c'est rassurant d'aller dans un centre français? Je pense que c'est par rapport à... Les gens regardent beaucoup TripAdvisor, regardent beaucoup Google, et vu qu'on est très bien placé sur TripAdvisor, je pense que c'est aussi pour ça. Et les Allemands sont très rigoureux, donc je pense qu'ils pensent que nous sommes rigoureux, et nous le sommes, c'est pour ça qu'ils viennent chez nous, ils sont très contents de venir chez nous. Ouais. Okay. Et la plupart du temps, ils nous renvoient du monde, donc le réseau marche très bien, quoi. Et sur ton expérience du coup personnelle, travailler à l'étranger, tu as travaillé quand pour la dernière fois en France? Pendant le Covid. Ah, t'es revenu? Ouais, oui. je suis rentré pendant le Covid parce que moi je suis issu du milieu médical, j'ai un diplôme universitaire de pharmacie, donc je suis rentré pour faire de la vaccination, faire du PCR, des choses comme ça. Parce que l'Indonésie était totalement bouchée. Je suis rentré en France juste après le premier confinement, donc je suis resté confiné 15 jours et puis le jour d'après j'ai trouvé du boulot tout de suite. Parce que bien sûr à cette époque-là, tous les gens qui étaient dans le milieu médical ont trouvé du boulot très rapidement. Donc je suis resté 13 mois en France et dès que l'Asie a pu réouvrir, c'est la Thaïlande qui a réouvert en premier, sous condition que je suis reparti en Thaïlande, à Koh Tao, et on a fait repartir le club là-bas. Et puis dès que l'Indonésie a réouvert, je suis revenu vers l'Indonésie. Mais donc du coup, tu n'as pas eu le choix de quitter l'Indonésie pendant le Covid, ou tu aurais pu rester ici et rester J'aurais pu bloqué? rester, mais moi ici je peux travailler que dans la plongée, j'ai un permis de travail que dans la plongée. Mon diplôme médical n'est pas reconnu. Et c'est des travaux qui sont réservés aux locaux. Donc je voulais pas non plus rester coincé ici sans rien faire, à grignoter un petit peu mes économies, j'ai envie de te dire. Donc j'ai préféré rentrer en France. Surtout c'était quand même une période qui était assez difficile, surtout pour la famille, la famille, les amis. Donc je suis rentré aussi mes parents pour voir mes parents, des choses comme ça, quoi. Ok. Et du coup, quand tu travailles à l'étranger, tu as un système de santé qui est différent. Comment tu t'organises? Alors ici, moi donc j'ai un permis de travail, un visa de travail, et j'ai une couverture sociale aussi, donc qui est payée par l'entreprise. Donc c'est un petit peu le même système qu'en France, une sécurité sociale, on va dire, où je suis couvert pour tout ce qui est médicaments, chirurgie, petites maladies, ici de grippe, angine, des choses comme ça. Il n'y a pas de problème, dentiste aussi. Après, pour la plongée, j'ai une assurance exprès pour la plongée. Donc c'est une assurance qui s'appelle DAN, c'est une assurance la plus répandue dans le monde de la plongée, qui est basée en Europe et qui marche très bien. Sinon après j'ai un salaire fixe, j'ai des commissions aussi sur les ventes et puis voilà, après j'ai quand même pas mal d'avantages en nature ici. Et là potentiellement on est en train d'ouvrir un autre club avec le boss, où là on sera tous les deux partenaires sur ce club-là. Ok, qui sera où? C'est confidentiel ou... Confidentiel pour l'instant. Ok, d'accord. Et sur ta retraite? Parce que c'est des questions que les Français se posent. Sur ma retraite, alors j'ai pas cotisé depuis maintenant 2 ans, parce que je suis revenu à peu près quasiment 2 ans. Sinon je cotise à côté. Donc j'ai quand même pris le devant. Quand on part à l'étranger comme ça, il faut pas partir, j'ai envie de dire, une main devant, une main derrière. Il faut quand même faire attention, surtout que quand on commence à vieillir, il faut avoir quand même une roue de secours, j'ai envie de dire. Donc oui, moi je cotise à côté, j'ai aussi une maison en France qui est à moi, donc j'ai quand même un certain patrimoine. Donc si jamais je dois rentrer, j'ai quand même quelque chose en France qui m'attend. Ok, t'as pas tout lâché et tout plaqué? Alors j'ai lâché mon travail que j'avais, sinon j'ai gardé ma maison, j'ai gardé ma voiture aussi. C'est tout ce qui me reste en France. Après j'ai fait quand même pas mal de choses, j'ai fermé aussi, j'avais une société aussi de vente de t-shirts que j'ai fermé avant de partir aussi. Ok. Et voilà, sinon pendant le Covid aussi, j'avais un hôtel à Koh Tao en Thaïlande, justement avec Wilfried, qu'on a perdu pendant le Covid parce qu'il n'y avait personne, du coup on a été obligé de le vendre. Pendant le Covid, tout ça? Ouais, pendant le Covid. Okay. Ouais. Donc en fait, tu as travaillé dans le médical? J'ai fait beaucoup de choses. Tu as été entrepreneur? Plus de la plongée? La plongée, j'ai fait du haut niveau en snowboard aussi quand j'étais plus jeune, pendant 2 ans.
de 12 à 14 ans. Et après, mes parents m'ont dit qu'il fallait que je fasse des études. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Bon, je n'étais pas non plus le meilleur en snowboard, mais bon, quand même, je tirais quand même mon épingle du jeu. Donc j'ai fait ça. Après, donc, j'ai fait de la pharmacie hospitalière. J'ai travaillé à Saint-Barthélemy dans les Antilles, Saint-Martin, un petit peu à La Réunion. Et après, je suis rentré en France. J'ai travaillé les 10 dernières années en France avant de partir ici. Donc tu as toujours eu cette envie de voyage? Envie de voyage, et puis en vieillissant, je me suis dit que j'avais envie de voyager encore plus, et surtout j'avais besoin d'avoir du temps libre. Et en travaillant en France, surtout dans le médical, du temps libre on n'en a pas beaucoup. Et j'avais vraiment envie de voyager et d'avoir surtout un boulot qui soit un boulot passion. Okay. Ici, ça ne me dérange pas de faire des heures, je travaille tous les jours, je prends très peu de jours de repos. Après, je prends quand même des vacances, je prends 2 mois et demi, 3 mois de vacances par an, pardon. Mais je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît surtout. La plongée, c'est devenu une passion très très vite? Ça a toujours été une passion, mais là ça devient un travail passion. Et j'ai toujours été près du milieu de la mer. Ouais. Et qu'est-ce que tu recommanderais à des gens qui hésitent ou qui... Alors qui hésitent, ça dépend de ce que les gens veulent faire. Partir à l'étranger, c'est facile de te dire on part. Il faut juste, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir un backup derrière. Après, il faut aussi se dire qu'on n'est pas dans notre propre pays, donc il faut faire les choses légalement. C'est-à-dire ouvrir une société, payer ses taxes. Il faut être réglo avec le pays qui vous accueille. Pas d'appréhension de ton côté là-dessus? Sur la partie légale, parce que... Non, ici c'est assez facile, il faut prendre en fait des avocats et des comptables qui s'occupent de tout. Hein. À partir du moment où on les paye, ils s'occupent de tout. Les formalités sont assez faciles, on va dire en Indonésie, oui, en Thaïlande c'est moins facile. En Indonésie c'est facile et c'est assez rapide. Pour créer une société c'est rapide, ça se fait vite avec... À peu près en 3 semaines, 1 mois, on a créé une société. Ok. Ouais. Il faut juste déposer les papiers, le temps que les papiers passent en commission, tout ça. Et d'avoir aussi un certain capital. Après, il y a différents types de sociétés. C'est assez facile. Ouais. C'est un peu plus long qu'en France, on pense sur une semaine? Un peu plus long en France, mais après, une fois que tout est fait, par exemple, faire des permis de travail ou faire des visas de travail pour ses employés, c'est très rapide, quoi. Ah oui? Ouais, c'est rapide. Parce que alors, du coup, toi, tu as un visa de travail uniquement plongée, tu peux rien faire d'autre? Ouais, moi, je suis manager et instructeur de plongée. C'est le visa que j'ai ici, ouais. Ok. Et donc, du coup, quand tu embauches quelqu'un, à chaque fois, tu as un process, tu dois faire à chaque fois une demande? Je fais un process exactement, donc il y a une certaine papier à remplir, notamment avoir une couverture médicale de plongée, un diplôme de plongée, un diplôme aussi international. Donc si on n'a pas un diplôme international, on le fait traduire. Par exemple, n'importe quoi, un diplôme d'infirmier français, il faut juste le faire traduire ici. Ils veulent avoir des gens qui sont au niveau universitaire en fait. Okay. Après, il faut avoir entre 2 000 € sur son compte. Il faut donner son passeport, faire des photos. Et après, il faut avoir des papiers qui sont remplis par qu'on appelle le chef du village. Donc, c'est un petit peu le maire en fait, de Londbogan. Donc, il y a plusieurs régions un petit peu sur Londbogan. Et c'est lui, en fait, il faut passer par lui d'abord. C'est la première personne à aller voir. Ok. Et ça se fait vite. Il va te demander... il faut juste prendre rendez-vous avec lui. En général, dans la semaine, on a un rendez-vous. Il va te demander, en fait, pourquoi est-ce que tu vas travailler en Indonésie. Qu'est-ce que tu vas apporter aussi au peuple indonésien en travaillant ici. Ok. Et quand tu crées une boîte, tu dois avoir... est-ce qu'au capital, il doit y avoir un Indonésien? Alors, ça dépend du type de société qu'il faut qu'on ouvre. Il y a une cible de société où on peut être 100%, on peut avoir 100% du capital. Okay. On n'est pas obligé d'avoir des Indonésiens, ce qui est, par exemple en Thaïlande, on peut avoir que 49% du capital. Tu es toujours obligé d'avoir 51% ouais. de Thaïlandais avec ouais. toi. Ok. Et sur la partie, du coup, ce sont des salariés que tu as ici essentiellement? Ici, j'ai que des salariés, donc j'ai des Indonésiens. J'ai aussi des Français, ils sont tous salariés. Ouais. Et tu as une obligation de répartition d'avoir... Alors, obligation de répartition pour l'Indonésie, c'est 2 Indonésiens pour un étranger. Donc tu dois dans tous les cas avoir 2 tiers de ton équipe qui ouais. vient d'Indonésie. Exactement. Et pour toi, j'ai vu, il y a un instructeur ou un guide qui est... Alors, nous avons 3 guides indonésiens. Après, il y a les capitaines aussi. Il y a aussi tout ce qui est équipe compresseur, donc ceux qui remplissent les bouteilles, qui s'occupent de l'entretien du matériel. Et il y a aussi ce qu'on appelle des helpers sur les bateaux. Donc, il y a des gens à s'équiper qui leur font le café et tout ça. Et après, tu as aussi tout ce qui est secrétariat, tout ça que tu ne vois pas, qui n'est pas ici. Mais il y a aussi des Indonésiens qui s'occupent aussi de ça. Pour expliquer aux gens ce que c'est qu'une journée typique ici quand quelqu'un vient, grosso modo, il arrive le matin. Alors, pour une personne qui va plonger, elle arrive le matin. Donc ici, on part avec la marée. Donc les départs changent un petit peu toutes les semaines, on va dire. Entre 7h et 9h, on va dire, le rendez-vous. Donc les gens s'équipent.
Donc les équipements sont déjà prêts parce qu'on a déjà fait au préalable les papiers avec leur sizing. Tout ça, donc les sacs sont prêts, on leur fait quand même réessayer l'équipement. Ensuite, il y a notre voiture qui nous amène directement au bateau, donc il y a quelques minutes de voiture à faire, c'est juste pour que les gens ne portent pas leur sac. Après, nous avons 2 bateaux qui sont dispatchés, donc en général c'est un bateau qui part vers le sud, donc pour aller voir les mantas. 90% à peu près de chance de voir des mantas. Et après, deuxième plongée Crystal Bay, donc ça c'est le sud de Penida. Et après, nous avons le nord, l'est. Pour expliquer aux gens, les mantas, ce sont des grosses raies. Ce sont des raies mantas, exactement. Qui font... Ici, elles font à peu près 4 mètres de diamètre. Donc ce sont des raies mantas continentales. Après, il y a les océaniques qui sont un petit peu plus grosses. Mais principalement ici, c'est des continentales que nous voyons. Qui sont absolument pas dangereuses pour... Non, c'est pas du tout dangereux. Après, il faut savoir que dans le milieu marin, il n'y a rien de dangereux. Il n'y a que des situations dangereuses qu'on va créer avec l'animal. Après, les raies mantas n'ont pas de dard ou quoi que ce soit. Donc non, c'est pas dangereux du tout. Et elles n'ont pas peur de nous? Elles sont très curieuses. Puis elles ont l'habitude de voir des plongeurs, donc on s'approche assez près, ouais. Ok. Et donc je t'ai coupé. Donc il y a un bateau qui va... Pardon. Donc nous avons un bateau qui part dans le sud de Penida, donc Manta Point Crystal Bay, et un bateau qui part ou dans le nord de Penida, ou alors dans l'est de Penida. Donc dans le sud, c'est plutôt de la plongée où il y a très peu de courant, où il y a du ressac en surface, du ressac sous l'eau. De temps en temps, il y a du courant sur Crystal Bay, mais s'il y en a trop, on change de site. Et après, tout ce qui est côté nord, côté est, c'est de la plongée dérivante, donc on saute, on se laisse dériver, et puis le bateau nous récupère derrière, donc il n'y a pas de choix de navigation. Ok, donc quelqu'un arrive sur le bateau, il enfile. Alors, il arrive sur le bateau, donc on lui explique un petit peu les règles de vie sur le bateau, ce qu'on appelle le boat briefing. Ensuite, chacun à sa place, chacun aussi a son moniteur, son guide de palanquet. La personne va avoir son propre briefing sur le site. Ensuite, on s'équipe, on arrive sur le site, on saute à l'eau, on fait la plongée. Après, quand on remonte sur le bateau, il y a un débriefing de la plongée. On se restaure un petit peu, donc il y a un repas aussi le midi, il y a des snacks, de l'eau, du café, des choses comme ça. Et puis le temps de se déplacer sur le deuxième site, on refait la même chose, on a un briefing de plongée, et puis après on part plonger. Et pour midi 13h, tout le monde est rentré? Midi 13h, tout le monde est rentré, parce que justement avec la marée, on sort que le matin, on ne va pas sortir l'après-midi. Et toi, tu travailles après? Parce que tu plonges des fois le matin? Alors moi, c'est très rare. Là, tu m'as vu plonger ces jours-ci, parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Mais en général, je reste beaucoup au bureau, surtout en haute saison. Donc la haute saison ici, elle est de juin jusqu'en novembre, fin novembre. Donc moi, je suis surtout sur le côté logistique, on va dire. Là, je plonge parce que je fais des cours spécifiques, des cours de plongée technique, justement. Après, je plonge plus, on va dire, sur décembre, janvier, février, maintenant. Pourquoi ces 3 mois? C'est des mois où c'est un petit peu plus calme et où je fais la plupart du temps, je fais ces types de formations-là, ces plongées techniques-là. Là, j'ai eu de la demande, donc je les ai fait, mais en général, c'est pas quelque chose que je fais sur cette période-ci. Ok. Et le reste du temps, c'est travail de bureau, manager? Travail de bureau, manager, comptabilité surtout. Okay. Là, aujourd'hui, c'était le jour des salaires, donc j'ai fait tous les salaires, tout ça. Après, il y a l'organisation. Ici, on est le 15 Nous sommes le 15, on paye tous les 15 jours en fait ici. D'accord. Tous les 15 jours, ouais. Tous les 15 jours, en fait, c'est pas une règle indonésienne, mais en général, les locaux ont toujours été payés comme ça, donc on a continué cette règle-là. Puis ça marche bien, pas de souci, quoi. Ok. Donc tous les 15 jours, tu fais les fiches de paye? Exactement. Ça te fait un peu plus de... Alors, je fais les fiches de paye tous les mois, mais par contre, on donne la moitié du salaire au 15. Oui, d'accord. Vous faites deux virements différents? 2 virements différents, exactement. D'accord. Et c'est un système d'acompte ou... Non, c'est pas un système d'acompte. C'est ce qui a été réalisé? C'est ce qui a été réalisé sur la première quinzaine, ouais. Ok. En fait, si tu veux, ils ont tous les moniteurs et les guides de palanquet ont un salaire fixe. Donc, je leur donne une part de leur salaire au 15, et après, à la fin du mois, on fait tout ce qui est balance, en fait, avec le salaire fixe. Et vous êtes combien en total ici? Total à travailler en ce moment, on est 17. Avec Indonésiens et... Ouais, tout staff compris, on est 17, ouais. 17. Et donc, hormis les Indonésiens et les Français, tu as d'autres nationalités? Alors, j'ai Camille qui est du Costa Rica, mais qui est native française, mais ça fait 20 ans qu'elle vit au Costa Rica, donc elle est plus sud-américaine que française. En ce moment, j'ai que ça, ouais. Et tu peux avoir... Il n'y a aucun problème pour toi d'avoir d'autres nationalités? Je peux avoir... Alors le problème, c'est pas le problème, c'est qu'il me faut aussi la clientèle. Par exemple, si je veux avoir des clients, si je veux avoir un instructeur qui parle espagnol, il me faut cette clientèle-là, et il faudrait aussi qu'il parle français et espagnol. Quelqu'un qui parlerait que espagnol et anglophone, je ne sais pas si j'aurais assez de travail pour lui, en fait. Ok. Donc c'est quand même... Il faut avoir des instructeurs français, mais qui aient plusieurs langues. Mais la plupart des Français qui voyagent parlent ou se débrouillent en anglais, non?
Pas tous. Pas tous. Il y a des gens qui viennent principalement ici parce qu'ils veulent un moniteur ou un guide français. Ça, c'est surtout pour, on va dire, pour les personnes qui ont dépassé la trentaine. Ils ont du mal à parler anglais. Toute la nouvelle génération, à partir d'une vingtaine d'années jusqu'à 30 ans, ils parlent très bien anglais parce qu'ils voyagent avec leurs universités, leurs études, des choses comme ça, les échanges, les Erasmus. Ouais. Donc les Français parlent de mieux en mieux français, mais par contre, il y a toujours une génération qui ne parle pas du tout français. Qui ne parle pas du tout anglais. Ok. Et donc toi, tu te vois développer l'Indonésie sur... Alors moi, j'ai pas dans le futur, là, j'ai pas du tout envie de retourner travailler en France. Donc oui, là, on a des projets d'ouverture de notre centre. Là, je viens juste de re-signer mon contrat encore pour 1 an ici. Donc moi, pour l'instant, ouais, je veux rester en Indonésie. Ouais. Ce sont des contrats C'est des contrats de 1 an ou de 2 ans qu'on peut faire. Donc les contrats de travail, en fait, des visas de travail, les permis de travail, c'est ou 1 an ou 2 ans. Ou on peut faire 5 ans aussi. Et pour les Indonésiens, c'est une forme de CDI? Voilà, pour les Indonésiens, c'est un CDI comme en France, tout simplement. Ils signent leur contrat et puis après, il reste le temps qu'ils veulent rester. Et pour le droit du travail ici, c'est compliqué, c'est simple? Les congés payés, ça marche comment? Congés payés, alors pour les Indonésiens par exemple, ils ont droit à 15 jours de congés payés par an. Après, ils ont droit à 1 jour de congé par semaine. Pour nous aussi, pour les étrangers, c'est pareil, c'est 1 jour de congé par semaine. Qui peut être N'importe quand. Après, le staff a choisi son jour de congé. Ils n'ont juste pas le même jour que les autres. Enfin, ils ont chacun un jour différent. Pour pas qu'il y ait de problème pour l'organisation. Et puis en général, ils rentrent chez eux pendant les fêtes religieuses. Donc j'ai du staff qui est musulman, j'ai du staff qui est chrétien, du staff aussi qui est hindouiste, donc qui est la religion de Bali. Donc ils rentrent quand c'est les fêtes en fait de famille. Et aussi ils ont un 13e mois quand c'est la fête de leur religion, du style Noël ou la fête des hindouismes ou alors le ramadan, des choses comme ça. Les jours fériés, ça dépend de la religion de chacun? Ouais. Alors après, il faut savoir qu'en Indonésie, spécialement à Bali, c'est le pays qui a le plus de jours fériés au monde. Parce qu'ils ont beaucoup de fêtes, beaucoup de cérémonies. Et combien de jours fériés? Je sais plus exactement, mais beaucoup. Je crois que ça doit être quasiment la moitié de l'année. Pas la moitié de l'année, mais un tiers, on va dire, un tiers de l'année. Ouais. D'accord. Et tu fermes le centre, tu fais comment? Alors ça dépend, il y a certains jours où on doit fermer, certains jours où on ne ferme pas. Par exemple, là, le 30 septembre, il y a le Nyepi, donc ça veut dire silence. C'est le Nyepi de la mer. Donc on n'a pas le droit de sortir de bateau, on n'a pas le droit de se baigner dans l'océan. On peut aller faire des cours en piscine par exemple, mais c'est pour laisser reposer les esprits de la mer, des choses comme ça. Après, il y en a un en avril qui s'appelle le Nyepi, là c'est le gros Nyepi, où pendant 24 heures il n'y a pas d'électricité sur Bali, pas d'électricité ici, donc on est obligé de rester chez soi, faire de la méditation, pas d'électricité, pas faire de bruit. Donc ça c'est 2 jours spécifiques, mais après il y en a énormément. Donc comment ça se passe? Ils coupent complètement l'électricité pour Ah oui, tout le tout est monde? coupé, ouais. Pendant 24 heures, c'est de 8h du matin à 8h du matin le jour d'après. Ok. Et Alors tu fais des provisions pour te faire à manger chez toi, tu fais des provisions d'eau, des choses comme ça, et puis tu bouquines ou tu te relaxes. c'est de la déconnexion forcée Exactement. par le gouvernement, grosso modo. Ouais, mais c'est pas mal. Et c'est religieux du coup? Ouais, c'est une fête hindouiste, ouais, exactement. Okay. Parce que l'Indonésie, c'est majoritairement musulman. C'est un pays musulman, mais Bali est principalement hindouiste. Et Lembogan fait partie de Bali? Lembogan fait partie de Bali. C'est un système de district? C'est comment ça marche? C'est une province de Bali. C'est une province de Bali, ouais. Ok. C'est intéressant. Et tu arrives à gérer les religions, ça se passe bien, les mélanges de religions? Il n'y a aucun problème de religion entre les Indonésiens, j'ai envie de vous dire. Ils n'en parlent pas, ils acceptent toutes les religions, ils fêtent les fêtes des uns et des autres ensemble. Il n'y a aucun problème. Ouais. Zéro tension? Zéro tension. Parce qu'en France, on peut connaître... Ouais, et on n'a pas cette tension qu'il y a en France, du tout. Ok, c'est fluide. Ouais, c'est très très fluide. Et donc à gérer pour toi, il n'y a rien à faire? Moi je gère pas du tout la religion, hein. Moi ils me tiennent juste au courant quand est-ce qu'ils doivent rentrer dans leur famille pour leur fête, tout ça. Et puis ça se fait très bien, et puis après ils reviennent, ils sont contents. Mais un salarié doit déclarer, excuse-moi, j'ai un petit problème de voix, est-ce qu'un salarié doit déclarer sa religion à son employeur? Comment ça se passe? Non, parce qu'en Indonésie c'est inscrit sur leur carte d'identité. Ok. Donc non, il n'y a pas besoin de déclarer, juste on a la carte d'identité, on sait, mais après, moi je suis pas religieux, je n'ai pas de religion, donc après chacun fait ce qu'il veut et ça se passe bien. Et pour un étranger, il doit te déclarer quelque chose ou... Alors, on doit avoir une religion si on doit se marier, sinon pour travailler on n'a pas besoin d'avoir de religion. D'accord. Ouais. Et tu es obligé d'avoir une religion sinon, si tu te maries avec une Indonésienne? Une Indonésienne c'est obligé d'avoir la même religion qu'elle, mais par exemple si je veux me marier ici en Indonésie,
avec une Française par exemple, il faut qu'on ait une religion. Commune. Commune, ouais. Et que tu déclares du coup à l'État Que tu déclares à l'État, donc tu as un rendez-vous, tu déclares à l'État, voilà, je veux me marier en Indonésie. Si tu veux pas te marier au consulat français, si tu veux te marier en Indonésie, il te faut une religion. Et tu payes des taxes liées à la religion, comme en Allemagne. En Allemagne, tu payes une taxe en fonction de ta religion. Non, on ne paye pas de taxes pour la... Non, ça je pense pas. Je peux leur demander, mais ils n'ont pas parlé, vu qu'on ne déclarerait pas là-dessus. Non, je pense pas qu'ils payent des taxes à la religion. D'accord, c'est juste purement déclaratif pour l'État. Ouais. D'accord. Bon, c'est intéressant parce que du coup, c'est une autre façon de voir les choses. Toi, tu as réussi à t'y adapter assez facilement. En fait, on n'en parle pas de la religion. Il y a juste la religion hindouiste qui est très présente parce qu'il y a beaucoup de cérémonies ici. Donc il y a beaucoup de costumes, il y a beaucoup de célébrations, tout ça. Donc on la voit tous les jours. Elle est présente, on va dire, sur Bali pour la religion hindouiste, mais après dans le staff, on ne parle pas de religion. Il y a des gros temples, parce qu'on voit plein de petits temples partout. Alors il y a des temples balinais, genre des temples hindouistes, il y en a partout dans toutes les maisons. Donc là par exemple, il y en a un juste devant, à gauche, là, devant le centre de plongée. Après il y a des petits temples aussi dans des pièces, par exemple dans celle-ci il n'y en a pas, mais si tu veux voir dans la première place, dans la première salle de cours, il y a un petit temple qui est accroché au mur, il y en a un aussi dans mon bureau en bas, je te montrerai tout à l'heure. Donc il y a des donations qui sont faites tous les matins à ces temples-là, donc donations de nourriture, avec des prières, des choses comme ça. Donc là c'est la famille indonésienne qui est propriétaire du terrain qui vient faire ça le matin. Donc c'est-à-dire que là vous louez un terrain. C'est un leasing on va dire sur 50 ans qui a été fait là, sur French Kiss. Mais il y a un partenaire indonésien qui a 20% des parts. Donc en fait, c'est sa famille qui s'occupe de ça, de tout ce qui est cérémonie, on va dire. C'est intéressant parce que ça veut dire que ton propriétaire vient... c'est ça le propriétaire en fait du terrain, vient gérer la partie religion. Ouais. C'est assez amusant comme concept. Nous, personnellement, je suis pas hindouiste, donc je suis pas capable non plus de le faire. Mais c'est quelque chose qui leur tient à cœur et puis c'est dans leur tradition, donc pourquoi pas. Donc, si tu as beaucoup de terre, par contre, ça te fait pas mal de boulot. Exactement. C'est amusant, ok. Et c'est pareil en Thaïlande ? Non, en Thaïlande, tu parles pourquoi ? Pour tout ce qui est cérémonie, tout ça ? Oui, pour les cérémonies. Il n'y a pas des... Oui, exactement. En Thaïlande, c'est un petit peu la même chose. Donc là, c'est surtout des donations à Bouddha qu'ils font en Thaïlande. Donc le matin, c'est pareil. Donc ils brûlent de l'encens, ils donnent à manger à Bouddha, à boire à Bouddha. Donc il y a des donations de boissons, donations de nourriture tous les matins. Ok, c'est intéressant. Et donc toi, quittons le sujet de la religion, c'est intéressant de voir une autre façon de la pratiquer sans tension surtout, de voir que ça peut fonctionner sans tension. C'est intéressant, même dans une entreprise. Ça peut fonctionner sans tension. Après, il y a quand même des pays où ça fonctionne aussi. En Malaisie, ça fonctionne pas mal. Même à La Réunion, où j'ai vécu à La Réunion aussi, il y a beaucoup de religions. Et puis, j'ai pas vu beaucoup de tension là-dessus. Il y a pas l'État est neutre. Je sais pas si on peut dire laïque, mais neutre ici ou c'est... Je pense pas qu'on puisse parler de laïcité comme en France quand même. D'accord. Mais chacun a la liberté de faire. Chacun a la liberté d'avoir sa propre religion. Ok. Sur tout ce qui est expatriation de ton côté, du coup, toi, tu t'es plutôt bien protégé sur la partie retraite, on en a parlé tout à l'heure, sur la partie santé aussi. Ouais. Et tu te vois continuer à évoluer à l'étranger ou tu penses qu'un jour Je pense que je rentrerai en France. Dans l'idéal, j'aimerais rentrer en France pour la retraite. Ok, continuer à profiter de ma maison que j'ai en bord de mer et puis continuer à voyager aussi. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de retourner travailler en France. Ouais. Après, là, j'ai l'opportunité de travailler ici, de développer quand même pas mal de choses. Après, peut-être que je partirai dans un autre pays si jamais j'ai plus des opportunités qu'il faut. Après, les opportunités aussi, ça se crée et j'en crée toutes les années, donc j'essaie quand même d'évoluer quand même pas mal. Et c'est plutôt l'Asie qui t'attire ? J'adore l'Asie, ouais. J'aime beaucoup l'Asie, j'aime beaucoup les gens en Asie, j'aime beaucoup aussi les gens qui sont assez simples, qui sont posés, où il y a pas de tension. On revient toujours sur la même chose, en fait. C'est la question de tension. Il n'y a pas de tension. Même si on travaille beaucoup ici, il n'y a pas de stress dans le travail, des choses comme ça. Oui, il y a un truc qui m'a frappé ici en arrivant, c'est tout le monde a le sourire, tout le temps. Ouais. Alors, pour avoir vécu en Thaïlande, on dit que la Thaïlande, c'est le pays du sourire, mais je pense que c'est l'Indonésie, le pays du sourire. Les gens sont beaucoup plus honnêtes, enfin pas honnêtes non parce que c'est pas le bon mot, sont beaucoup plus joviales on va dire et ils s'adaptent à nous en fait, plus qu'en Thaïlande quand même je pense. Ouais. Et je pense que ça contamine même, je vois des Européens, des Français qui ont du coup le sourire tout le temps parce que tout le monde sourit donc... Le bonheur est... Communicatif, communicatif. Communicatif, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais.
Ok, ouais, c'est intéressant. C'était assez, en tout cas, c'est frappant. C'est vraiment très très frappant ici, même quand tu leur coupes la route ou autre, personne vient t'insulter. Ah non, il n'y a pas de... Je pense que j'ai jamais entendu un Indonésien insulter quelqu'un, quoi que ce soit. Ouais. Et même sur le bateau, l'équipe, l'ensemble de l'équipe est tout le temps avec un grand sourire. Tout avec un grand sourire, et puis ils sont contents de travailler en fait. C'est un bonheur de travailler pour eux, donc des fois on les entend chanter aussi, donc quand ils chantent c'est qu'ils sont très contents. Non, tout le monde travaille avec tout le monde, il n'y a pas d'animosité ou quoi que ce soit. Enfin, du moins, dans mon équipe ici, il n'y a pas de problème. Oui, après, forcément, il peut y en avoir avec certaines personnes. Il doit y en avoir ailleurs, parce que bien sûr, personne n'est parfait, mais chez nous, tout marche bien. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait s'installer en Indonésie ou en Thaïlande, puisque tu connais les deux. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut pas. Si vous voulez monter une boîte ou quoi que ce soit, passez vraiment par un avocat, par des comptables aussi, et demandez aux gens qui sont déjà installés pour avoir les petites ficelles, les petits tips. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire aussi. Il y a des gens, par exemple, qui veulent travailler dans le digital, justement. Il y a des gens qui veulent investir dans l'immobilier, donc ça peut être la même chose, des gens qui veulent investir dans des restaurants. Actuellement, là, ce qui se fait beaucoup en Indonésie, en Indogan, c'est il y a beaucoup de Français qui investissent dans tout ce qui est boulangerie et restauration. J'ai vu une boulangerie qui est en train d'ouvrir juste Elle ouvre dans une semaine, ouais. Ouais, c'est ça, juste à côté, là, donc tout est écrit en français. Ouais. C'est intéressant de voir effectivement que notre culture s'exporte aussi un peu. Alors, la culture de la nourriture, je veux dire. Nourriture française s'exporte très bien en Asie, j'ai envie de dire. D'ailleurs, il y a un restaurant français aussi qui a ouvert il y a 15 jours, un ami à moi là, et il fait de la nourriture méditerranéenne et il est plein tous les soirs, quoi. C'est assez intéressant effectivement de voir. Et les Indonésiens aiment bien ces saveurs aussi là. Ils aiment bien les saveurs méditerranéennes, ils aiment bien, ouais. Après, ils ont quand même toujours du mal avec tout ce qui est fromage, produits laitiers, mais oui, tout ce qui est pâtisserie, tout ça, viennoiserie, ils en raffolent. Et notre vin, il s'exporte? Le vin s'exporte. Après, en Indonésie, trouver du vin, c'est assez cher. On trouve beaucoup sur Bali, on trouve du vin australien, du vin chilien, quelques vins français. Mais c'est quand même assez cher, c'est beaucoup taxé quand même ici. On en trouve plus en Thaïlande par contre. Le vin français en Thaïlande, ouais, il marche très bien. Et en parlant de taxes, il y a quoi? Il y a une TVA ici? Il y a une TVA ici. Après, il y a une taxe sur l'alcool. Alors, je ne connais pas exactement, je sais pas exactement parce que moi, je suis pas revendeur d'alcool, mais quand même très très cher. Par exemple, pour une bouteille, on va dire, je suis marseillais, une bouteille de Ricard ici, ça va être 90 € la bouteille. Ok. On sait bien, au moins, il y a peu de personnes qui sont alcoolisées. Il y a très peu d'alcool ici. Alors, il y a de la bière classique qui s'appelle l'ambitang, on va dire que la bière nationale. Après, ils font ce qu'ils appellent de l'alcool spiritueux, qui est de l'alcool à base de palme, qui s'appelle l'arak, qui est très fort. Moi, personnellement, j'en bois pas. Mais même les Indonésiens ne sont pas beaucoup portés sur l'alcool. En Asie en général ou vraiment? En Indonésie. En Indonésie? Ouais, en Thaïlande, les Thaïlandais aiment bien faire la fête. Ok. Et sur les autres taxes, du coup, donc t'as une TVA, tu me disais? Alors sur la nourriture aussi, tout ce qui est importé en fait est très taxé. Ça inclut aussi le matériel de plongée, qui est très taxé. Si c'est pas fabriqué en Indonésie, il y a des très grosses taxes. Ouais. Un import, uniquement un import. Ouais, un import. Ouais. Et toi, sur toutes les prestations que tu vends, t'as une TVA? T'as quoi? On a une taxe qu'on paye, oui, on a une TVA toutes les années qu'on déclare, donc la comptable déclare ça, donc oui, il y a une taxe aussi à payer. C'est 20% comme en France ou je sais pas? C'est pas tout à fait ça. En fait, c'est par tranche, ça marche par tranche. D'accord. Donc ça va dépendre de ce qu'on déclare, quel est le chiffre d'affaires exact qu'on va déclarer. Parce que dans les restaurants, j'ai souvenir de voir que... Alors dans les restaurants, c'est 12%, non, c'est 13% de taxes gouvernementales et 10% de taxes de services. Ok. Qui est une sorte de TVA, les deux c'est une TVA additionnée. Ouais, c'est ça. Okay. Et sur les salaires, t'as beaucoup de charges? Alors ça dépend. Alors pour nous, pour les Européens, ça dépend aussi combien on est payé, ça dépend de ce qu'on déclare et c'est par tranche aussi. Par exemple là, nous, on est taxé à 17%. Et c'est tout? Salarié, patronal? Il n'y a pas de distinction? Non, ça c'est juste pour le salarié. Après, le patron, oui, il est taxé, il a d'autres taxes derrière. Les Indonésiens, par contre, sont moins taxés. Nous, les étrangers, on est un peu plus taxés. Ce qui est normal, on travaille dans leur pays, mais bon, il faut le faire, quoi. Il faut l'accepter aussi. Ok. Et donc, et ça comprend
Cet axe-là, pour les Indonésiens, ça comprend une mutuelle pour eux? Oui, tous les Indonésiens aussi qui sont déclarés, parce qu'il y en a qui ne sont pas déclarés, mais chez nous, tout le monde est déclaré. Oui, ils ont une sécu comme chez nous, quoi. Super. Et les hôpitaux, il y a des hôpitaux à Bali? Alors, il y a des hôpitaux à Bali, il y a des hôpitaux internationaux, il y a des hôpitaux locaux. Il y a aussi un hôpital ici, qui est à Mushroom Bay, donc qui est international. Donc, par exemple, pour avoir cette couverture-là, il faut aller dans l'hôpital international, il ne faut pas aller chez le petit médecin du coin, par exemple. Si tu avais un accident de plongée, je touche du bois, j'en ai jamais eu, j'espère que j'en aurai pas. J'ai ma couverture aussi de plongée. Et tu te redirigerais vers quel hôpital tout de suite? Alors, il y a un caisson de recompression qui est sur Bali en fait. Donc il faut aller à Sanur directement à Bali. Il faut aller à Sanur, qui est le port le plus proche. Le port qui est plus proche, qui est à 30 minutes de speedboat. Et c'est là, effectivement, donc c'est-à-dire que si tu as un problème en plongée, c'est forcément le... Alors les premiers soins sont faits ici, ou sur le bateau, directement avec de l'oxygène pur. Après, il y a quand même très peu d'accidents de décompression en plongée ici, parce qu'on fait quand même de la plongée récréative, donc on reste quand même dans la courbe de sécurité, il n'y a pas de palier de décompression, des choses comme ça. Donc il y a très peu d'accidents. Personnellement, à French Kiss, ici à Nambogan, on n'en a jamais eu. Moi, j'en ai vu en plongée à j'ai vu des cas d'autres clubs ou des choses comme ça, mais ici, c'est très rare. Il y a des accidents qui se passent, mais ça va pas être en plongée, ça va surtout être des accidents de surface ou des gens qui passent sur des hélices de bateau ou des choses comme ça, souvent avec des snorkeleurs, parce qu'avec du courant, avec les vagues, ou des gens qui se noient justement parce qu'ils ne savent pas nager, avec les conditions qui sont quand même très compliquées ici. Sur la partie sécurité, il y a des normes dans la plongée. Alors les normes de sécurité, il y a aussi des plans d'urgence. En étant professionnel de la plongée, on doit avoir donc des plans d'urgence donc pour évacuer des gens. On a de l'oxygène sur le bateau, on a tous des diplômes de premier secours. On a tous mes moniteurs ont un diplôme français qui s'appelle le PSE1, qui est le premier secours en équipe, qui a un diplôme qui est assez reconnu. Après, ils ont un diplôme aussi international chez SSI. Donc tout le monde est habilité à faire les premiers secours. Et est-ce que l'île est assujettie à des séismes ou des problèmes? Oui, nous sommes en Indonésie, donc des séismes, il y en a souvent. Il y en a eu un il y a 15 jours, là, 7.3. Donc ça arrive souvent la nuit. Mais oui, il y a des séismes. Là, c'était qu'en 2017, on a eu une alerte tsunami aussi. Parce qu'il y avait eu justement un tsunami à Gidi. Donc ce sont les îles qui sont un peu plus loin qu'ici, mais bon, ils ont quand même donné une alerte ici. Donc il y a aussi dans la rue, si tu vois, il y a des plans aussi, justement, alerte tsunami, où il faut aller se réfugier en hauteur, dans des abris, des choses comme ça. J'ai pas fait attention dans la rue. D'accord. Et il y a aussi le mont Batour, qui c'est Agung, non, c'est le mont Agung qui a été en éruption en 2018 aussi, donc qui se trouve à côté de Toulan Ben Hamed. Donc là, il y a l'aéroport qui a été fermé pendant quelques semaines. Et tu as déjà eu des séismes quand toi tu plongeais? Non, en plongée, j'en ai jamais ressenti. Ouais. Ça se ressent quand tu es en plongée? On m'a dit que oui, des gens qu'on a ressenti, mais après personnellement j'en ai pas eu, donc je peux pas te dire exactement. Ça doit être assez perturbant. Ça doit être perturbant, surtout pour les animaux aussi. Ouais. Et sur la partie faune et flore, c'est plutôt conservé ici? Alors, depuis le 1er juillet 2023, toute la zone autour de Penida, autour de Nambogan, est zone protégée. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de pêcher, on n'a pas le droit de chasser. Il y a certaines zones aussi où on ne peut pas faire de snorkeling. Et là, dans les mois à venir, ils veulent mettre une taxe justement pour la protection des coraux. Donc il sera payé jour par jour. Il va y avoir un point en fait sur Nambogan où les bateaux devront s'arrêter. Il y aura des gardes maritimes où il faudra payer la taxe justement pour les coraux, pour réimplanter du coraux, pour protéger un petit peu tout ça. Tu trouves, pour avoir plongé un peu dans plusieurs spots, tu trouves que c'est plutôt bien préservé ici? C'est quand même bien préservé. Je ne sais pas si tu as fait attention ce matin, quand on a plongé dans l'Est, il y avait pas mal de jardinerie de coraux. Oui. Sur le côté un peu profond, donc entre 3 et 5 mètres. Donc oui, c'est quand même bien protégé. Après, par exemple, côté sud, sur Crystal Bay, vu qu'il y a pas mal de vagues de ressac, et des fois il y a des tempêtes, et là c'est les tempêtes en fait qui cassent les coraux. Sinon, vu que l'eau est froide, enfin tempérée on va dire, les coraux sont en très bonne santé. Il y a très peu de blanchiment de coraux autour de Nambogan. Quand tu dis à un breton que l'eau est froide, ici, ouais. je rigole un petit peu. Mais effectivement, je comprends. La première plongée que j'ai faite ici avec Chloé qui avait été très froid et je ne comprenais pas pourquoi elle se frottait tout le temps le bras en me regardant. Et
pour me demander s'il faisait froid, mais en fait, elle était... Et oui, quand on passe de 25 degrés à 18 degrés, c'est froid pour nous. C'est froid ici, ok. Ouais. 18 degrés froid. Et donc, le froid, les températures viennent plutôt altérer les coraux ou ça va? Alors, c'est les températures plutôt, quand la température monte en fait, qui vont altérer les coraux. Par exemple, c'est quelque chose qu'on peut voir en Thaïlande, justement dans le golfe de Thaïlande, quand il y a l'eau qui est entre 28 et 31 degrés toute l'année, ou souvent entre avril et juillet, il y a des blanchiments de coraux. Ici, la température est toujours entre 17, on va dire encore 17, c'est rare, on va dire une moyenne de 23-24 degrés sur l'année. Donc c'est une température idéale pour les coraux. J'étais assez surpris, j'ai pas croisé de plastique ou de choses au fond. Alors on en croise quand même, ça va dépendre aussi des courants. Il y a certaines fois où il y a des courants qui ramènent pas mal de plastique. Mais sinon, oui, c'est vrai qu'en ce moment il y en a très peu. Après, il y a aussi des organismes qui ramassent le plastique aussi. Par exemple, là, le 20, c'est le World Beach Cleanup. Donc c'est dans le monde entier. Donc nous, par exemple, on fait une action, on va ramasser le plastique sur des sites de plongée le matin et l'après-midi, on fait un nettoyage de plage. On travaille aussi avec un organisme qui s'appelle Projet Rescue Océan, qui est français, qui a été créé par Benoît Schumann à Béziers. Donc qui prône aussi le nettoyage des plages, le nettoyage aussi de la nature et aussi de préparer les enfants justement, les plus petits, à prendre conscience justement de la pollution et des plastiques, des choses comme ça. Donc nous, on fait des nettoyages de plage tous les mardis en association avec Projet Rescue Océan. Les Indonésiens sont assez sensibilisés à la cause. Ils commencent à être sensibilisés. C'est dur quand même, mais il y a du progrès. Il y a un système de ramassage des ordures, comment ça fonctionne? Alors il y a un système de ramassage des ordures qui est gouvernemental, qui est tous les matins, mais il y a aussi une association qui s'appelle Landbogen Cleaning, qui a été créée par des étrangers, qui eux aussi font tout ce qui est tri du plastique et des choses comme ça, qui ramènent à Bali après pour recycler. Ok, donc il y a quand même des actions menées. Oui, il y a des actions qui sont quand même menées. Ouais. C'est assez chouette pour préserver du coup l'île en fait. C'est relativement propre, Landbogen. Ouais, j'étais étonné, j'étais assez étonné comparé à d'autres endroits où on peut aller dans le monde. Et je trouve que ça va de mieux en mieux aussi. Bon, c'est chouette, ça permet de faire de belles plongées. Ça permet de faire des belles plongées, exactement. Et d'éviter que les animaux en pâtissent aussi. Je pense qu'ils doivent quand même en manger un petit peu du plastique, mais... Désolé. Il n'y a pas de souci. Ça marche, mais écoute, je te remercie en tout cas pour le temps que tu nous as consacré. Avec plaisir. Et tu peux donc rappeler, le centre est ouvert tout le temps, 7 jours sur 7. Voilà, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais nous sommes situés à Landbogen. Le centre est ouvert toute l'année. Ouais. On ferme juste pour le premier de l'an. Et donc le nom, c'est French Kids Diver. Et on peut plonger, en termes de conditions météorologiques, on peut plonger toute l'année. Même sur la saison des pluies, puisqu'on entend sur les pluies, on plonge. On ne sort pas le bateau tous les jours, mais on plonge tout le temps. Ok, super. Merci à toi. Merci beaucoup.